Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours sur les relations. Donc, c'est un cours qui fait suite au premier qu'on avait vu, c'est-à-dire la logique, puis ensuite les ensembles et les applications. Alors là, il s'agit d'une partie qui est un petit peu disjointe. On n'a pas besoin forcément d'avoir vu les deux premières parties pour comprendre celle-ci. Les mots-clés qui vont être abordés sont des choses comme relation d'ordre, relation d'équivalence, classe d'équivalence, quotient d'un ensemble par une relation d'équivalence. Et alors par rapport à un cours standard, ça va aller beaucoup plus vite puisque vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez faire pause à n'importe quel moment, regarder une démonstration, vous attarder sur un exemple, le faire vous-même. En général, 45 minutes de vidéo équivalent à 2 heures de cours. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière, à gérer votre temps comme vous le sentez. Et puis je vous propose de commencer tout de suite. Alors comme toujours, on commence par des définitions. Une relation, donc on va appeler ici dans ce cours une relation binaire. C'est la donnée telle que c'est écrit d'une application qui prend deux éléments de E et qui renvoie pour chaque couple soit vrai, soit faux. Donc on va dire que les deux points sont en relation lorsque l'image du couple est vraie, et puis on va dire que les deux points ne sont pas en relation sinon. Et lorsque c'est vrai, on va noter X, R, Y. Alors tout de suite, quelques exemples pour bien comprendre de quoi il s'agit. L'égalité sur n'importe quel ensemble, c'est une relation. Et les seuls points qui vont être en relation, c'est les couples x, x, x est égal à x. Alors le pendant de l'égalité, c'est l'inégalité. L'inégalité, c'est une relation. On peut dire si x différent de y, si c'est vrai, suivant les valeurs de x et y. Et c'est encore une fois valable sur n'importe quel ensemble. On peut comparer n'importe quel couple de points. Toujours dans les exemples standards, strictement inférieur, c'est une relation. Et c'est une relation sur quoi? Alors vous avez le choix, hein, mais ça peut être une relation par exemple sur R. Et alors il n'y a pas forcément que des nombres qu'on peut comparer. Voici un exemple de relation, l'inclusion. Ça, ce sera plutôt une relation sur l'ensemble des parties d'un ensemble. On peut dire qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B. C'est une relation entre les deux ensembles. C'est une relation qui est soit vraie, soit fausse, suivant de quels ensembles A et B on parle. Un autre exemple qui est très standard, c'est la parité. Avoir la même parité que, c'est une relation. Dire que 5 a la même parité que 7, c'est une relation qui est vraie sur 5 et 7, qui serait fausse par exemple sur 5 et 8. Donc en général, c'est quelque chose qu'on va faire sur des entiers. On peut marquer Z, on peut marquer N. Et je vous propose un dernier exemple de relation. On pourrait définir une relation sur des fonctions de R dans R. Donc l'ensemble des fonctions de R dans R, c'est quelque chose qu'on a noté R puissance R. Et la relation qui nous intéresse ici, c'est une relation d'ordre. On va dire que F est inférieur à G. Donc ici, il faudrait écrire F inférieur ou égal à G. Ça se traduirait de la façon suivante. On va demander que sur toutes les valeurs de X, F soit inférieur à G. C'est-à-dire qu'au niveau des courbes représentatives, vous allez avoir F ici en bleu quelque part, et puis G en rouge ici, toujours inférieur ou égal à F. Donc voilà, c'était quelques exemples pour vous dire qu'on peut avoir des relations entre des objets de nature très différentes, des relations entre des nombres, des relations entre des parties d'un ensemble, des relations entre des fonctions. Bon, et puis pour la petite histoire, les relations sont à la base de la plupart des énoncés qu'on retrouve en logique mathématique. Vous avez en général un certain nombre de nombres, d'opérations, de fonctions, mais il y a toujours une relation qui vient ensuite vous permettre d'évaluer des choses en vrai ou faux, et ensuite vous avez l'étape supérieure qui est de rajouter des connecteurs logiques et ou. Mais voilà, il y a un moment où les relations, notamment binaires, mais aussi potentiellement avec plus d'éléments, viennent faire leur apparition. C'est à ce moment-là que les énoncés prennent leur valeur vrai ou faux. Voilà, donc je vais passer rapidement sur un autre point de vue pour les relations. On pourrait voir une relation comme la donnée d'une partie de E croix E, donc un certain nombre de couples. Et étant donné cette partie de E croix E, on associe une relation en disant que X est bien en relation avec Y, donc la relation est vraie lorsque le couple appartient à la partie qui nous intéresse, et il est faux sinon. Et dans l'autre sens, si on se donne une relation, c'est-à-dire une application de E croix E vers vrai-faux, et ben la partie, le graphe qui va nous intéresser, c'est l'ensemble des XY qui sont en relation les uns avec les autres. Donc j'espère que vous voyez à peu près la connexion. De toute façon, c'est juste pour vous donner une définition équivalente qui est parfois utilisée par certaines personnes. Et donc en termes de vocabulaire, on appelle ça le graphe de la relation. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément n'importe quelle relation, ça va être des relations qui ont certaines propriétés,
Et voici les propriétés qui vont être le plus d'intérêt pour nous. On va parler déjà de réflexivité lorsque tous les éléments sont en relation avec eux-mêmes. Donc je vous donne un exemple. Inférieur ou égal, en général, est réflexive. Mais vous pouvez essayer tout de suite de chercher un exemple de relation classique qui n'est pas réflexive. Ce serait par exemple strictement inférieur. Donc première propriété d'une relation, la réflexivité. Deuxième propriété classique qui va nous intéresser, c'est la symétrie. Deux éléments sont en relation dans un sens si et seulement si ils sont en relation dans l'autre sens. Donc l'égalité par exemple est symétrique, mais un contre-exemple de relation donc, qui ne serait pas symétrique, ce serait par exemple inférieur ou égal. X inférieur ou égal à Y, bien sûr, n'est pas équivalent à Y inférieur ou égal à X. Alors, une propriété des relations un petit peu plus subtile, qu'on va voir en troisième, c'est l'antisymétrie. L'antisymétrie, on demande que lorsqu'il y a relation dans les deux sens, alors il y a égalité entre les éléments. Et donc, un exemple prototypique de relation antisymétrique, ça va être la relation d'ordre inférieur ou égal. Si x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x, ça veut dire que nos deux éléments sont égaux. Une quatrième propriété qu'on va retrouver dans beaucoup de relations, en tout cas celle qu'on va considérer comme intéressante, c'est la transitivité. Donc pour la transitivité, on demande que lorsqu'il y a une première relation XRY et une deuxième relation YRZ, alors X va être en relation avec Z. Alors je vous donne un exemple, et il y en aura plein. Inférieur ou égal est transitive. Si x est plus petit que y et y plus petit que z, alors x est bien plus petit que z. Un exemple de relation qui ne serait pas transitive, vous avez l'inégalité, puisque vous avez par exemple 0 qui est différent de 1 qui est différent de 0. Ici, vous avez x, y, z, mais vous n'avez pas x qui est différent de z. Donc voilà, je vous les réunis sur une même diapo, et ça termine les définitions de base. Donc retenez bien ces différentes notions, on va s'en servir tout de suite après dans deux cadres différents que sont les relations d'ordre et les relations d'équivalence. Donc c'est parti. Une relation d'équivalence, c'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Donc on va voir tout de suite les exemples clés pour que vous puissiez vous faire une intuition par rapport à ça. La première, c'est l'égalité. Elle est bien réflexive. On a toujours pour tout x, x égale à x. Elle est bien symétrique. Si x est égal à y, y est égal à x. Et elle est bien transitive. Si x est égal à y et y égale z, alors x est égal à z. Je vous en propose une deuxième. Avoir le même signe sur R étoile. Donc x a le même signe que x. Donc ça, c'est la réflexivité. Si x a le même signe que y, alors dans ce cas-là, on peut écrire la relation dans l'autre sens. Donc ça, c'est la symétrie. Et puis si vous avez le même signe entre x et y et entre y et z, alors dans ce cas-là, vous avez le même signe pour x et z. Donc on creusera un petit peu du côté de ces différents exemples, notamment en ce qui concernera ensuite les classes d'équivalence. Mais voilà, retenez bien la manière de démontrer tout ça. Même si ici, il n'y a pas vraiment de démonstration, puisque ça tombe sous le sens. Mais pour la réflexivité, il faut considérer n'importe quel x et montrer qu'il est bien en relation avec lui-même. Ici, il faut supposer que vous avez x, r, y et montrer ensuite que vous avez y, r, x. Et ici, il faut supposer x, r, y et y, r, z pour montrer que vous avez x, r, z. Même si ici, c'est évident. Je continue à vous donner quelques exemples qui ne vont pas poser plus de problèmes. Avoir la même parité, c'est aussi une relation d'équivalence. De façon générale, avoir le même quelque chose, c'est souvent une relation d'équivalence. X a le même propriété que X. Dire que X a le même quelque chose que Y, c'est la même chose que de dire que Y a le même quelque chose que X. Ici, la même parité. Et puis ici, X a le même que Y et Y a le même que Z, alors X et Z vont avoir le même. Je vous en propose un dernier qui va nous permettre aussi de creuser certains aspects plus tard. Lorsque l'écriture décimale de x et y termine par le même chiffre, dans ce cas-là, vous avez encore une fois une relation d'équivalence. Donc comme je le disais, il y a une notion qui va nous intéresser pour les relations d'équivalence, c'est la notion de classe d'équivalence. Alors, la classe d'équivalence, il faut déjà vous donner une relation d'équivalence qu'on note toujours avec ce R cursif sur un ensemble E qu'on va supposer ici non vide. On prend un point de E et on appelle la classe d'équivalence modulo R de notre point X. Cet ensemble-ci, donc ce sera noté X bar, et c'est l'ensemble des Y qui sont en relation avec X. Alors le mieux, c'est de voir ça sur les exemples. Je vous laisse essayer d'imaginer la réponse ici. Donc on avait une relation d'équivalence sur R étoile qui était avoir le même signe que. La classe d'équivalence de 1, c'est, mettez pause bien sûr si vous avez envie de trouver, mais donc par définition, c'est l'ensemble des points qui sont en relation avec 1, donc l'ensemble des points de R étoile qui ont le même signe que 1, c'est-à-dire R
plus étoile. Et ce serait la même classe pour tous les nombres positifs en fait. Et on peut aller chercher après du côté des nombres négatifs. Les nombres négatifs donc, vont former une classe tous ensemble. Ça va être la classe d'équivalence de -1 et donc ça va vous donner R- étoile. Autre relation qui était donnée, c'était avoir la même parité. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire sur R, qu'il faut absolument faire sur des entiers ici. Mais vous vous retrouvez encore une fois avec des classes d'équivalence qui sont intéressantes. La classe d'équivalence de 0, bah, vous allez avoir 0, 2, 4, -2, -4 et ainsi de suite. Et en fait, c'est-à-dire tous les nombres pairs. Et vous avez de l'autre côté la classe d'équivalence de 1 qui va vous donner l'ensemble des nombres impairs. Donc on voit apparaître un phénomène qui est en fait un phénomène général, c'est-à-dire que vous avez votre ensemble de départ, ici R étoile, que vous venez ici scinder en deux, ça pourrait être en beaucoup plus de parties bien sûr, de la même façon qu'ici vous venez scinder Z en deux ensembles, l'ensemble des nombres pairs et l'ensemble des nombres impairs. De façon générale, lorsque vous avez une relation d'équivalence et que vous regardez l'ensemble des classes d'équivalence, ça va vous donner une partition de votre ensemble. Alors je vous rappelle qu'une partition, ça veut dire que E va s'écrire comme une réunion disjointe de classes d'équivalence. Ça veut dire que quand vous prenez deux classes d'équivalence qui sont distinctes, elles vont forcément être disjointes. Il n'y a pas de... Dès qu'il y a un point en commun entre deux classes d'équivalence, c'est que c'est la même classe d'équivalence, c'est une autre façon de dire. Et puis que vos classes d'équivalence vont recouvrir E tout entier. Donc je vous propose de parcourir rapidement la démonstration. Première remarque, dans une relation d'équivalence, il y a la réflexivité. Donc dans la classe de X, vous avez le point X. Donc ça vous montre d'une part que les classes d'équivalence sont non vides, et d'autre part que E est recouvert par les classes d'équivalence. Alors j'ai oublié de vous préciser ici qu'on demande que dans une partition qu'il n'y ait pas l'ensemble vide qui apparaisse. Et donc voilà, tout ça c'est déjà assuré par la réflexivité. On peut retrouver tous les points de E puisqu'ils appartiennent à leur propre classe d'équivalence. Alors bien sûr, il y a des classes d'équivalence qui se chevauchent, mais nous ce qui nous intéresse c'est de montrer que dès qu'on a deux points de E dont les classes d'équivalence contiennent un point en commun, c'est non vide, dans ce cas-là, on veut montrer que c'est la même classe d'équivalence. Donc pensez aux nombres pairs et aux nombres impairs. 0 et 2, ils ont des points en commun dans leur classe d'équivalence, mais en fait, toute leur classe d'équivalence est la même. Donc il n'y a plus qu'à, on va prendre un point Z qui appartient aux deux classes d'équivalence. Ça veut dire qu'on a XRZ et YRZ. C'est exactement la traduction de dire que Z appartient à chacune des classes d'équivalence. Et il faut jouer avec ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est renverser le YRZ en ZRY. C'est autorisé puisque une relation d'équivalence est une relation qui est symétrique. Et ensuite, maintenant qu'on a XRZ et ZRY, en utilisant la transitivité, on peut passer directement de X à Y pour obtenir XRY. Donc dès que deux éléments ont un point en commun dans leur classe d'équivalence, ces deux éléments sont en relation. Donc maintenant, si on prend un point quelconque de X bar, on va faire un petit peu le même jeu. Mais notre but, c'est de montrer que les deux classes d'équivalence sont les mêmes. Donc on va faire par double inclusion. On prend un point dans la classe d'équivalence de X bar. On veut montrer qu'il est dans la classe d'équivalence de Y. Dire que Z' est dans la classe d'équivalence de X, c'est XRZ'. Et comme on a XRY, à nouveau en jouant sur la symétrie et la transitivité, on peut écrire ici par symétrie YRX. Et comme on peut aller de Y à X et de X à Z', on peut aller de Y à Z'. Donc ça veut dire que Z' est dans la classe d'équivalence de Y. Et donc ces deux lignes sont la démonstration que la classe d'équivalence de X est inclue dans la classe d'équivalence de Y. Donc ensuite, pour montrer l'inclusion réciproque de Y bar dans X bar, c'est exactement la même chose, je vous ai épargné les détails, il n'y a qu'à échanger les rôles de X et de Y, et on obtient l'inclusion réciproque, c'est-à-dire l'égalité entre les deux classes. Donc ça, je vous laisse vous en convaincre, mais ça termine vraiment la démonstration qu'on a bien une partition par les classes d'équivalence. Vous aurez un certain nombre d'exercices en TD, déjà montrer qu'une relation donnée est une relation d'équivalence, et ensuite trouver les classes d'équivalence pour cette relation. Alors une construction d'ordre un petit peu supérieur qu'on aime bien faire, c'est toujours lorsqu'on a une relation d'équivalence sur un ensemble, on va définir ce qui s'appelle un ensemble quotient, donc qui va être noté E quotienté par R, et donc c'est simplement l'ensemble des classes d'équivalence. Donc à la base c'est un petit peu abstrait, chaque classe d'équivalence est un ensemble, et nous ce qui nous intéresse c'est l'ensemble de ces ensembles.
On va voir sur des exemples que c'est pas si absurde et que ça peut même être très concret par rapport à ce que vous connaissez. Si on reprend l'exemple du al même signe que, on avait vu qu'il y avait deux classes d'équivalence. Ces deux classes d'équivalence, c'était la classe d'équivalence de 1 et la classe d'équivalence de -1. Et donc en fait, le fait que R étoile soit partitionné en deux parties, la partie positive et la partie négative, on a envie de le voir comme juste un ensemble à deux éléments, qui serait la classe d'équivalence de 1 et la classe d'équivalence de -1. Et quand on parle d'ensemble quotient, en fait, ça veut dire on est venu fusionner plein de points ensemble. Tous les points d'une même classe d'équivalence, on va le considérer comme un unique point de notre ensemble quotient. Imaginez R étoile, donc, qui est constitué de deux morceaux comme ça, et que vous venez ici rétrécir chacun des morceaux sur -1 et sur 1 jusqu'à ne plus obtenir que la classe d'équivalence de 1 et la classe d'équivalence de -1, qui est un ensemble à deux points. Je pense que c'est la bonne façon de voir cet ensemble quotient, et on est venu identifier ensemble tous les points qui sont dans une même classe d'équivalence. Et ensuite, il nous reste un certain nombre de points sur lesquels on va pouvoir travailler. En tout cas, ça nous donne un ensemble qui peut avoir des propriétés intéressantes, comme on va le voir. Même exemple avec la parité, toujours deux classes d'équivalence, et cette fois-ci, les classes d'équivalence sont celle de 0 et celle de 1. On aurait pu marquer aussi 2 à la place de 0, bien sûr. Mais alors, par rapport à un ensemble qu'on va voir en arithmétique, c'est exactement ce qu'on appelle z sur 2z. Un exemple un petit peu plus général, on part toujours de z. Cette fois-ci, on va fixer un entier strictement positif. Et on va dire que deux points sont en relation si n divise leur différence. Donc ça veut dire que les deux points sont à une distance qui est un multiple de n. Si vous prenez n égale 10, par exemple, vous avez 1 qui est en relation avec 11, qui est en relation avec 21, et ainsi de suite. On peut montrer que la classe d'équivalence de x, c'est l'ensemble des x plus nk, où k c'est un entier, donc x plus un multiple de n. Et bien dans ce cas-là, comme on verra dans le cours sur l'arithmétique, vous avez n classes d'équivalence qui sont données en fait par tous les restes possibles de la division de x par n, la division euclidienne. Donc vous écrivez x qui est égal à nq plus r, avec r qui est compris entre 0 et n-1, et bien dans ce cas-là, la classe d'équivalence de x est la même que la classe d'équivalence de r. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec un ensemble à n points, qu'on appelle z sur nz, et sur lequel on peut faire plein de choses. On peut par exemple additionner deux classes d'équivalence. Si vous venez faire la classe d'équivalence de 1 additionnée à la classe d'équivalence de n-1, vous allez trouver la classe d'équivalence de n, mais qui est en fait la même que la classe d'équivalence de 0. Visuellement, vous avez des choses qui se situent un petit peu comme sur une horloge. Ici, vous venez mettre tous vos points en cercle, et puis quand vous arrivez à n-1, l'étape suivante, c'est de revenir sur la classe d'équivalence de 0, qui est la même que la classe d'équivalence de n. Donc encore une fois, tout ça sera travaillé ici plutôt dans le cours d'arithmétique, mais c'est un exemple très intéressant à comprendre pour manipuler les classes d'équivalence. Un dernier exemple qui est un petit peu plus géométrique. Prenons l'ensemble des droites du plan. C'est un ensemble constitué de plein de droites. Et la relation que je considère, c'est être parallèle à. Deux droites sont en relation si elles sont parallèles. Dans ce cas-là, l'ensemble des classes d'équivalence, entre gros guillemets, c'est l'ensemble des directions possibles. Deux droites sont parallèles si elles ont la même direction. Mais c'est un ensemble qu'on peut munir d'une certaine structure géométrique et que vous verrez probablement pas avant le master, qui s'appelle l'espace projectif. Mais ça vous donne un exemple déjà de relations d'équivalence qui se passent sur un ensemble qui n'est pas ni un ensemble de nombres ni un ensemble de fonctions, plutôt un ensemble d'objets géométriques. Et je pense que vous pouvez avoir une intuition un petit peu de ce que c'est que cet espace quotient. On vient finalement identifier toutes les droites qui sont parallèles entre elles. Et à chaque fois qu'on fait toutes ces identifications, on obtient un seul point, et ce point, on peut dire que c'est la direction de la droite. En tout cas, il est représenté par la direction. Quand vous avez une direction, vous avez toute une classe d'équivalence de droites qui ont cette direction. Donc voilà pour les relations d'équivalence. On va passer maintenant à une autre grande classe de relations que sont les relations d'ordre. Donc en termes de propriétés, pour avoir une relation d'ordre, on demande à nouveau la réflexivité, donc les XRX, l'antisymétrie, donc on ne demande pas la symétrie, mais on demande l'antisymétrie. On avait vu que cette antisymétrie, elle était valable par exemple pour la relation d'ordre inférieur ou égal. Et puis on demande la transitivité. Lorsqu'on a ces trois propriétés, on dit qu'on a une relation d'ordre. On va voir ce qu'on peut faire avec une relation d'ordre. En termes de notation, en tout cas, on va essayer de ne pas mettre le vrai inférieur ou égal. Ici, on vous en met un cursif pour bien garder en tête que ce n'est pas forcément
la relation d'ordre standard. Et puis, toujours en termes de vocabulaire, on va dire qu'on a un ensemble ordonné lorsqu'on a un ensemble muni d'une relation d'ordre. Et alors, il y a une propriété qu'on n'a pas mise comme prérequis dans la relation d'ordre, c'est le fait d'être une relation d'ordre totale. On va dire qu'on a une relation d'ordre totale lorsque, dès qu'on prend deux points, ils sont en relation soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors bien sûr, quelques exemples. Inférieur ou égal, c'est une relation d'ordre totale sur l'ensemble des réels. Réflexif, pas de problème, on l'avait vu. Antisymétrique, on l'avait vu aussi. La transitivité, elle est facile également. Et le fait que ce soit total, si on prend deux points, x et y, soit le premier est inférieur au deuxième, soit le deuxième est inférieur au premier. Alors par contre, si on prend strictement inférieur, a priori, c'est pas une relation d'ordre avec la définition qu'on a donnée, et le problème, c'est seulement le problème de réflexivité. Donc voilà, quand on parle de relation d'ordre, on va plutôt penser à inférieur ou égal qu'à strictement inférieur. En général, c'est un détail, on pourrait très bien adapter la théorie sans cette réflexivité, mais alors ça posera quelques problèmes pour bien reformuler l'antisymétrie. Alors un autre exemple de relation d'ordre bien classique, vous prenez l'ensemble des parties d'un ensemble E fixé, vous avez P de E, vous voulez comparer des parties entre elles, vous les allez comparer grâce à l'inclusion. C'est une relation d'ordre, A est inclus dans A, je précise que quand on écrit une inclusion comme ça, c'est toujours inclus ou égal, même si on note pas la petite barre en dessous systématiquement. On a l'antisymétrie, si un ensemble A est inclus dans B et B inclus dans A, on a A égale B, c'est d'ailleurs notre méthode favorite de démonstration que deux ensembles sont égaux par double inclusion. Et si A est inclus dans B et B est inclus dans C, vous avez bien A qui est inclus dans C, c'est la transitivité. Mais par contre, il s'agit d'un ordre qui n'est pas total. Vous pouvez très bien avoir un ensemble A, un autre ensemble B. Le premier n'est pas inclus dans le deuxième et le deuxième n'est pas inclus dans le premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une relation d'ordre? On peut définir ces choses-là que vous connaissez, en tout cas pour la relation inférieure ou égale. On peut les définir pour une relation d'ordre. On va parler de minimum pour un ensemble lorsqu'il existe un point qui va être ce qu'on va appeler le minimum, tel que tous les autres points de A sont supérieurs à ce point A0. Et de façon duale, on va pouvoir parler de maximum lorsque il existe un point tel que tous les autres points de A soient inférieurs à 0. Alors on va aussi parler d'ensemble qui est minoré, il y a eu de légères subtilités, lorsqu'il existe un point qui est dans E tout entier. Cette fois-ci, on ne va pas demander qu'il soit dans A, tel que tous les points de A soient supérieurs à ce point-là. Dans ce cas-là, on dit que petit m est un minorant de A. Donc, je vous donne l'exemple tout de suite. Pensez à R plus étoile. Eh ben, 0 est un minorant. Mais par contre, vous allez avoir du mal à trouver un minimum. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 0 n'est pas un minimum de cet ensemble, puisqu'il n'appartient même pas à cet ensemble. Et de la même façon, on va parler de majoration. Lorsque vous avez toujours un point, alors on préfère l'appeler grand M en général pour bien dire qu'il est plus grand, un point qui est plus grand que tous les éléments de A, mais ce point à nouveau, vous pouvez vous contenter de le choisir dans E. Donc la propriété qu'on met en exergue, c'est le fait que A soit majoré, mais le point M, dans ce cas-là, on l'appelle un majorant de A. Donc quelques remarques élémentaires très simples. Si vous avez un minimum, alors vous êtes forcément minoré. Et de la même façon, pour un maximum, vous êtes forcément majoré. Vous êtes majoré même par ce maximum. Autre chose qu'on peut affirmer, c'est lorsqu'on a un minimum, le minimum est unique, ce qui permet de justifier un petit peu cette écriture. S'il y avait plusieurs minimums, on aurait du mal à l'écrire ici. Et alors là, c'est l'antisymétrie qui est à l'œuvre, puisque si vous avez un point A0 qui est minimum et un autre point B0 minimum, dans ce cas-là, ce que vous pouvez écrire, c'est que vous avez à la fois A qui est inférieur ou égal à B0, A0 qui est inférieur à B0, et B0 qui est inférieur ou égal à A0. Et par antisymétrie, ça implique que A0 est égal à B0. Démonstration d'unicité classique. On prend deux points qui vérifient la propriété, on montre que ces deux points sont les mêmes. Alors, quelques exemples triviaux. Si je prends cet ensemble, il admet un minimum et un maximum. Le minimum, c'est 1 ici, et le maximum, c'est 14. Autre exemple, n admet un minimum. Ce minimum, vous l'aurez deviné, c'est 0. Mais il n'admet pas de maximum. Il y a des ensembles qui n'admettent pas de maximum. Z, lui, n'admet pas de minimum, puisque Z, du côté des minimums, va se comporter comme n du côté des maximums. Z est l'union de n et de moins n. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on a des ensembles qui peuvent être minorés sans admettre de minimum. L'exemple prototypique, c'est R plus étoile. Alors, il faudrait peut-être le démontrer. Si je prends un élément de R plus étoile,
Donc c'est un élément qui est strictement positif, et ben en fait, pour montrer que c'est pas un minimum, il suffit de trouver un autre élément de R plus étoile qui est plus petit. Je vous propose x0 sur 2. Il est strictement inférieur à x0, mais pourtant il appartient lui aussi à R plus étoile. Donc ça implique que x0 n'est pas un minimum. Et comme on l'a montré pour tout x0, ça veut dire qu'il n'existe pas de minimum dans R plus étoile. Ok, une petite propriété facile, mais qui va avoir des conséquences comme on va le voir, c'est que lorsqu'on a une relation d'ordre total et qu'on prend un ensemble fini non vide, alors ici le fini est très important, comme on peut le voir par exemple sur Z, alors notre ensemble admet forcément un minimum et un maximum. Alors je vous propose une petite démonstration, vous pouvez la sauter si vous avez envie, mais voilà, elle permet de repartir de la base et de voir comment on construit un petit peu des démonstrations sur ce genre de propositions élémentaires. La vidéo est chapitrée, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez tout de suite passer au point suivant si vous en avez envie. Donc il s'agit de montrer qu'on a à la fois un minimum et un maximum. Bien sûr, ce sont deux notions qui sont duales. On va faire la démonstration pour le minimum. Je vous laisse l'adapter dans le cas d'un maximum. Donc ça va être une démonstration par récurrence sur le cardinal de notre ensemble qui nous intéresse. Donc on l'a demandé non vide. Donc ce cardinal, il appartient à n étoiles, puisqu'il est fini et différent de 0. L'initialisation va être très facile, comme la plupart des initialisations. Dire que le cardinal est égal à 1, ça veut dire que A, c'est juste un point. Et dans ce cas-là, c'est un minimum. Alors, il faut quand même écrire que A est bien inférieur ou égal à A, c'est par réflexivité. Maintenant, l'hérédité. Donc, il faut prendre un point n appartenant à une étoile, tel que la propriété qui nous intéresse soit vraie. Alors ici, on va demander que tout sous-ensemble de E à n éléments admette un minimum. Donc je vous rappelle qu'au départ, on a un ensemble E de base et puis on a A qui est inclus dans E, même si ce ne serait pas très nécessaire pour ce genre de construction. C'est comme ça que je l'ai énoncé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer du coup cette propriété pour un ensemble dont le cardinal vaut n plus 1. Donc pour me ramener à des ensembles à n éléments, je vais choisir un élément petit a dans grand A, et je vais poser B qui est grand A privé de petit a, de telle sorte que le cardinal de B soit n. Donc par hypothèse de récurrence, B admet un minimum, et ce minimum, on va le noter petit b. Alors dans ce cas-là, deux cas de figure. Si B est inférieur ou égal à A, dans ce cas-là, comme B est inférieur déjà à tous les éléments de grand B et qu'il est inférieur à A, alors B est minimum de grand A tout entier. Et deuxième cas de figure, si A est inférieur à B, alors normalement ça devrait être A notre minimum, mais il faut qu'on le montre avec nos axiomes sur une relation d'ordre. Dans ce cas-là, j'ai pour tout B' appartenant à B, à la fois A inférieur à B et B inférieur à B', puisque B est un minimum. Donc j'obtiens que A est inférieur à B'. Donc avec ceci, j'ai montré que A il est inférieur à A, il est inférieur à tous les éléments de B. Donc ça veut dire que A est un minimum de grand A. Donc ça termine la démonstration de cette proposition. Alors on va servir de cette proposition sur les ensembles finis pour en déduire certaines choses sur des ensembles infinis, en l'occurrence sur l'ensemble grand N et sur les parties de grand N. On dégaine le dernier théorème de ce cours. Toute partie non vide de N admet un plus petit élément. C'est quelque chose qui a déjà été énoncé dans le cours d'arithmétique. Ici, on va en voir une démonstration propre. Du côté des plus grands éléments, par contre, il va falloir supposer que la partie est finie. Alors une proposition qui n'est pas vraie dans tous les ensembles, c'est que si on prend une partie majorée de grand N, dans ce cas-là, elle admet un plus grand élément, elle admet un maximum. Et puis enfin, cette dernière propriété que j'ai énoncée, et qui est évidente pour tout le monde, mais qu'on démontrera, c'est que n n'admet pas de plus grand élément. Donc c'est parti, dernière ligne droite, démonstration du point 1. Donc il faut prendre une partie A de n. Comme elle est non vide, par hypothèse, on peut prendre un point petit a de grand A. Et comme c'est un entier, on va l'appeler n. Maintenant, on va prendre B, qui est l'ensemble des points M appartenant à grand A, tel que M est inférieur ou égal à n. B, c'est inclus dans l'ensemble 0, 1, ainsi de suite, jusqu'à n. C'est un ensemble qui est fini. Et comme il est fini, il admet un plus petit élément, donc un minimum. Alors maintenant, bien sûr, le but, c'est de montrer que ce minimum, c'est le minimum de A tout entier. Donc maintenant, si je prends un point de A, alors deux cas de figure, si A appartient à l'ensemble B qui est inclus dans A, alors dans ce cas-là, il est supérieur à ce minimum.
Et s'il appartient à A privé de B, dans ce cas-là, ça veut dire que comme la relation d'ordre est totale, il est supérieur ou égal à ce point n-là. Et puis, comme vous avez B qui est inférieur ou égal à n par définition, puisque petit b appartient à grand B, par transitivité, vous en déduisez que petit b est inférieur ou égal à petit a. Et donc la conclusion, c'est que B est un minimum pour A. Voilà, donc la grande force de n en termes de minimum, c'est que on peut se ramener à des ensembles finis, et pour les ensembles finis, comme on l'avait vu, sans grande surprise, il y a toujours des minimums et des maximums. La partie 2 est évidente. Toute partie finie de n'importe quel ensemble admet toujours un plus grand élément. Alors, concernant la partie 3, on va se ramener à nouveau aux ensembles finis. Donc, si je prends un ensemble A majoré, majoré par exemple par un point grand M appartenant à N, alors dans ce cas-là, on sait que A il est inclus dans l'ensemble fini 0, 1, ainsi de suite jusqu'à grand M. Et en tant qu'ensemble fini, il admet un plus grand élément, un maximum. La dernière propriété qui nous intéressait, c'était le fait que n lui-même n'est pas de plus grand élément. Et donc pour ça, il faut montrer que si on avait un petit n appartenant à grand N qui était un plus grand élément, alors on aurait tous les éléments de grand N qui seraient inférieurs à n, en particulier n plus 1. Mais ça, c'est absurde. On peut même le redémontrer que c'est absurde en partant juste des axiomes de Peano. Là, je chipote. On arrive sur la fin de cette vidéo consacrée aux relations. Ce que vous avez vraiment à retenir et à travailler ensuite en TD, c'est comment montrer les différentes propriétés d'une relation et en particulier comment déduire si c'est une relation d'ordre ou d'équivalence en fonction de réflexivité, transitivité, symétrie, antisymétrie. Et puis dans le cadre des relations d'équivalence, vous avez toute cette notion de classe d'équivalence qui permet de construire des ensembles comme Z sur NZ. Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les nombres complexes.